Bienvenue à cette deuxième édition des rencontres du Festival international de journalisme. Comme vous le savez certainement, le festival qui devait avoir lieu du 12 au 14 juillet, du 10 au 12 juillet, pardon, de cette année a été annulé, reporté à 2021 pour des raisons que vous imaginez, à cause de la pandémie. Mais on ne voulait pas s'arrêter là-dessus et de se dire on se revoit dans un an et d'ici là, il ne se passe rien. Donc, on a voulu organiser un certain nombre de rencontres avec l'équipe éditoriale qui prépare le festival depuis déjà plusieurs mois. On s'est rencontrés donc vendredi avec le binôme de journalistes du Monde, enfin du groupe Le Monde, qui travaille sur la thématique de l'effondrement, de la fin du monde. Joue-t-on à se faire peur? C'était la thématique. Et aujourd'hui, on va parler d'une autre thématique qui était prévue au Festival 2020, qui est le peuple a-t-il toujours raison? Donc, on a un certain nombre d'invités qui sont avec nous, qui sont notamment les deux journalistes et l'étudiant journaliste qui préparaient cette thématique pour vous, les festivaliers, et qui vont discuter avec nous pendant la demi-heure qui vient de cette thématique. Donc, je présente Richard Verly, qui est correspondant du journal du quotidien suisse Le Temps à Paris et qui est un pilier du festival de journalisme puisqu'il participe depuis 3 ans au festival, Le Temps étant lui-même partenaire du festival. Nicolas Truong, qui est grand reporter sur la vie intellectuelle et la vie des idées au Monde, et qui fait équipe avec Richard pour cette thématique Le peuple a-t-il toujours raison? Et cette année, on avait décidé qu'avec chaque binôme de journalistes, un étudiant de l'école de journalisme de Bordeaux, l'IJBA, viendrait faire équipe. Et donc, Thomas Gropalo est avec nous aujourd'hui. Il est étudiant à l'IJBA et il devait être avec nous à Couture en juillet prochain. Et donc, ce sera partie remise, je l'espère pour tous les trois. Et on se retrouvera en juillet 21. On est également accompagné par Sonia Jounot, Sonia qui est la directrice du festival et qui va collecter, synthétiser et relayer vos questions, les questions des internautes, que vous pouvez dès maintenant poser sur la page Facebook du Festival international de journalisme. Mais vous pouvez aussi poser vos questions sur un certain nombre de pages Facebook de titres du groupe Le Monde ou de titres partenaires qui relayent ce Facebook et qui sont Le Monde, l'Obs, le Huffington Post, Courrier International et Le Temps. Donc n'hésitez pas, posez-nous vos questions et on s'en fera le relais auprès de nos invités. Donc cette session va durer une trentaine de minutes. Dans une première partie, je vais poser quelques questions à nos trois invités. Et puis, ce sera à vous, les internautes, de prendre le relais et de poser toutes les questions que vous voulez à Richard, Nicolas et Thomas. Alors d'abord, pour commencer, on va prendre de vos nouvelles, puisque vous êtes, comme nous tous, confinés. Donc, savoir un petit peu dans vos journaux respectifs et dans votre vie professionnelle, comment vous faites ces derniers temps, comment vous vivez cette période-là. Richard, je te donne la parole. Eh bien, en ce qui me concerne, j'ai eu un confinement plutôt déconfiné, car je suis allé pas mal sur le terrain. Vous savez que les journalistes, nous avons la possibilité de continuer à circuler durant cette période, moyennant une attestation et moyennant la carte de presse. Et c'est donc ainsi que je me suis rendu dans pas mal d'endroits dès le début de ce confinement. J'ai commencé par ce qui était à ce moment-là le premier champ de bataille, c'est-à-dire le Grand Est, pour aller à Mulhouse, y compris sur les lieux de ce fameux rassemblement évangélique qui, au mois de février, a été la cause de très nombreuses contaminations. J'ai poursuivi en descendant à Marseille, où j'ai fait un reportage sur la clinique du professeur Raoult et où j'ai rencontré le professeur Raoult lui-même. Et ensuite, un long périple le long des frontières de la France, depuis Dunkerque jusqu'à la frontière suisse, donc la frontière nord-nord-est, ce qui m'a permis de parler de la réalité de la Belgique, de la réalité du Luxembourg et de la réalité de l'Allemagne. Donc finalement, des semaines assez occupées. Et pour l'essentiel sur le terrain, mes lieux de confinement étaient les rares hôtels encore ouverts. Et je peux vous dire que descendre dans un hôtel confiné dans des villes désertes, ce n'est pas vraiment très drôle. Nicolas, est-ce que tu as été beaucoup plus sédentaire, toi? Oui, j'ai été beaucoup plus sédentaire pour la raison suivante, c'est que même si j'ai fait une première sortie comment dire, la semaine dernière, pas très loin de Paris, aux abords de la forêt de Fontainebleau, ce qui m'a donné l'occasion quand même de voir un peu plus de verre qu'à Paris, puisque j'ai repris non pas le reportage en tant que tel, mais je suis allé voir un intellectuel, un anthropologue qui s'appelle Frédéric
Keck, qui est un anthropologue très, très singulier en France, le seul sans doute, qui a suivi en fait, finalement toutes les pandémies, tous ces coronavirus, tous ces chasseurs de virus. Il est allé sur les marchés chinois, il est allé à Hong Kong, il est allé en compagnie de chercheurs de virus. Il a suivi, il a étudié comment les sociétés avaient réagi. Et je voulais faire son portrait. Alors faire son portrait par, comment dire, comme nous sommes là, par Zoom ou à distance, c'est plus compliqué. Et donc, mon champ étant celui des idées, mon travail a beaucoup consisté à faire un certain nombre d'entretiens qu'on peut faire évidemment à distance, de manière un peu plus commode que d'autres comment dire, modèles ou pratiques journalistiques. Voilà, aussi bien avec Edgar Morin, Jürgen Habermas et quelques autres. Et toute cette génération aussi qui, pour moi, a éclos lors de cette crise, cette génération d'intellectuels qui sont intéressés précisément au vivant, au lien entre l'homme et l'animal, aux humains et aux non-humains. Voilà, donc en fait, c'est effectivement une période un peu plus confinée, mais effectivement, on peut suivre aussi la vie des idées par les conversations, par les livres, par les entretiens, même si précisément, je suis très reconnaissant au journal d'avoir accordé ce titre de grand reporter à la chose et à la vie intellectuelle, parce que je considère que les idées, c'est un terrain comme un autre. C'est un terrain comme le Grand Est, c'est un terrain comme un laboratoire. Je dirais, voilà, des centres de recherche, parfois, sont des terrains comme le laboratoire du professeur voilà, Raoult, par exemple. Mais voilà, moins de comment dire, de voyages que Richard, même si j'ai trouvé aussi que Paris avait, même si j'ai pu pas mal circuler à Paris. Et Thomas, toi, en tant qu'étudiant, comment ça se passe avec ta promotion de l'IJBA? Et alors, moins de voyages que Richard aussi. Moi, en ce qui me concerne, je suis resté donc à Bordeaux, confiné depuis la fermeture de mon université. Donc, c'était mi-mars à peu près. À partir de ce moment-là, c'est mise en place une continuité pédagogique, c'est-à-dire qu'on suit des cours régulièrement par visioconférence. En revanche, tout le travail de terrain qui est absolument fondamental pour nous et pour beaucoup de camarades dans ma promotion aussi, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on essaie de trouver des moyens de se réinventer, de réfléchir autrement, de développer de nouveaux moyens et de nouveaux formats aussi qui sont adaptés à la crise qu'on vit tous. Nos M2 se sont adaptés. Les SP presse écrites vont sortir un magazine 100% confiné qui s'appelle Viso. Les SP télé, eux, ont fait une émission pareil à distance qui s'appelle Antidote. Et les SP radio, eux, ont fait un podcast qui s'appelle 5 Sens. Donc voilà, et nous, on avait un projet, normalement, on devait aller à Copenhague avec l'ensemble de la promotion des Master 1 dans quelques semaines, la mi-mai. Malheureusement, c'est annulé, donc on est en train de tous réfléchir ensemble pour revoir et recentrer le projet et toujours avoir cette dimension culturelle qui est la base du projet, mais le recentrer sur quelque chose d'européen en utilisant les outils de notre époque. Très bien. Bon, je m'aperçois que je ne me suis pas présenté au début de la réunion, donc je le fais maintenant. Moi, je suis Gilles Van Cotte, je suis le président du Festival de journalisme et je suis journaliste au Monde. Donc voilà, les présentations complètes sont faites. Alors, une première question pour Richard, parce que cette thématique sur le peuple a-t-il toujours raison, Richard, c'est toi qui en as eu l'idée à la suite du précédent festival où on a beaucoup parlé des Gilets jaunes. Et je voudrais que tu nous expliques ce qui était à l'origine de cette idée d'en faire une des thématiques du festival 2020. Alors, c'est vrai, comme tu le disais, Gilles, que Couture est devenu un lieu familier puisque j'ai eu la chance d'y aller aux 2 dernières éditions et d'y animer avec les journalistes de Courrier International, du quotidien espagnol El País, mais aussi du Guardian, ce kiosque international qui est le moment où on permet aux festivaliers de couture d'entendre parler de la France, de l'Europe et des grands thèmes du monde autrement que par la presse française et par les médias français, grâce à la présence de journalistes étrangers. Et bien évidemment, lorsque la thématique était sur les Gilets jaunes en 2019, la question du référendum d'initiative citoyenne revenait régulièrement dans les questions posées par les festivaliers. Vous savez que ce fameux RIC, c'était une des grandes revendications des Gilets jaunes qui a été beaucoup portée, y compris par des ténors politiques comme Jean-Luc Mélenchon notamment. Alors là, le lien, je l'ai tout de suite établi parce qu'étant moi-même journaliste suisse, en fait, je suis franco-suisse. C'est évidemment la démocratie directe, un sujet qui m'intéresse beaucoup, dont je vois qu'elle peut fonctionner, on le prouve en Suisse.
C'est un régime qui permet d'avoir d'un côté une représentation parlementaire et de l'autre de donner la parole au peuple régulièrement, en se posant toujours cette question, parce qu'on a eu l'occasion de se la poser en Suisse à travers des votations, comme on dit, controversées. Est-ce que le peuple a toujours raison? Je prendrai simplement une votation récente qui a eu lieu, elle remonte à 2009. Vous vous souvenez qu'en Suisse, le peuple a voté pour l'interdiction de la construction de nouveaux minarets et c'est désormais inscrit dans la Constitution helvétique. Eh bien, voilà un sujet. Est-ce que le peuple peut s'exprimer sur tout? Est-ce qu'il doit s'exprimer sur tout? Est-ce qu'il est bon juge ou mauvais juge de la chose politique? Est-ce que quelquefois, il n'est pas plus raisonnable peut-être que les politiciens et que les élites? C'est toutes ces questions qu'avec Nicolas, on désirait évoquer, bien évidemment dans un contexte dont il va vous parler, qui est le contexte du populisme croissant et de l'apparente progression sans fin des populistes au niveau européen sur ce qu'on pourrait appeler les décombres d'une démocratie représentative apaisée. Merci Richard. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur les pages Facebook du Festival international de journalisme, du Monde, de l'Obs, du Huffington Post, de Courrier international et du Temps. N'hésitez pas, toutes les questions sont bonnes et seront considérées. Alors Nicolas, je voudrais que tu me dises par rapport à ce qui arrive depuis 2 mois, cette crise du coronavirus. Donc dans un premier temps, on avait imaginé que le festival pourrait peut-être avoir lieu. On avait commencé à se dire comment on va prendre en compte cette crise dans nos thématiques. Donc finalement, évidemment, c'était un peu une illusion. Le festival ne pouvait pas avoir lieu dans des conditions de sécurité et sanitaire responsables. Donc comment, pour toi, cette crise, elle impacte cette thématique de la voix du peuple, du populisme et de l'écoute qu'il faut lui porter? Plusieurs façons, et je voudrais aussi, comment dire, prolonger un tout petit peu en préalable ce que disait Richard, parce que nous sommes là devant nos écrans et nous sommes ravis d'être tous là reliés, mais c'est vrai que nous avions aussi envie, avec Richard, toi, toute l'équipe, en fait, de Couture, aussi de raconter des histoires, d'inviter notamment des historiens, pour nous raconter des moments en fait, lors desquels le peuple a eu raison et des moments lors desquels il n'a pas eu raison, en tout cas du point de vue du jugement, en tout cas de l'histoire, de faire ça aussi un petit peu au coin du feu, de faire ça un peu le soir, dans des moments un peu singuliers, et pas simplement sous la forme comment dire, d'exposés ou de débats. Voilà. Alors effectivement, aujourd'hui, on a l'impression que le peuple n'a pas beaucoup voix au chapitre, d'une certaine manière, puisque les décisions sont prises, comme vous le savez. Maintenant, on légifère sur ordonnance. On a quand même la loi du 23 mars sur l'exception sanitaire n'a pas été déférée au Conseil constitutionnel. Donc on pourrait dire que le peuple, même par le vote de ses représentants, n'a pas beaucoup voix au chapitre. Et pourtant, eh bien, si il s'exprime à la fois non seulement par des mots, par des, comment dire, par des sites, par l'opinion s'exprime malgré tout. Elle s'exprime aussi à 20h tous les soirs, en tout cas dans les villes. Effectivement, on voit qu'il y a là, encore une fois, une manière de contester les élites, une partie, en tout cas, de la population, peut contester les élites sur la gestion, tout simplement, en fait, de cette crise. C'est-à-dire qu'on a vu apparaître des critiques. Richard s'en est d'ailleurs s'est intéressé à ça, je sais, pour le temps. Il est allé, il a vu en Allemagne comment, eh bien, pendant le mois de février, il scrutait précisément les Allemands, les équipes voilà, dirigeantes allemandes scrutaient ce qui se passait en Italie, alors que nous, on était focalisés sur les élections municipales. Donc, il y a eu des contestations, si vous voulez, populaires, on va dire, qui se sont fait jour et qui ont critiqué en fait la gestion gouvernementale, notamment française, de cette crise. Donc, avec tous les aspects positifs qui pourraient déboucher sur ce que la philosophe Barbara Stiegler, qui s'est beaucoup intéressée à ça, appellerait une sorte de démocratie sanitaire, c'est-à-dire qu'il faut à la fois, pas simplement un gouvernement d'experts, un gouvernement des médecins, mais il faut aussi associer en fait le peuple aux décisions, parce qu'on voit bien qu'effectivement, comment dire, même les aspects médicaux
ne concerne pas uniquement les médecins, puisqu'effectivement, on voit bien que si on a plus de lits, on peut davantage soigner, que ce n'est pas un problème uniquement médical, c'est aussi un problème de démocratie sanitaire. Donc, je dirais que oui, la question du peuple se pose à nouveau aujourd'hui, même si c'est compliqué, cette histoire de peuple a-t-il toujours raison, parce qu'évidemment, ce qu'on voulait faire aussi à Couture et ce qu'on fera, c'était un peu définir un peu les termes. Qu'est-ce que c'est que le peuple? Alors le peuple, c'est quoi? C'est l'Assemblée des citoyens ou est-ce que ce sont plutôt les catégories populaires? Qu'est-ce que c'est que le populisme aussi? Parce qu'effectivement, on voit, voilà, est-ce que c'est une manière de jouer le bas contre le haut, le eux contre nous, comment dire, le peuple contre les élites? En tout cas, là, on voit qu'il y a quand même, me semble-t-il, avec cette crise sanitaire, que la question démocratique, que la question de la légitimité du peuple et de la façon dont on peut le consulter ou pas, la façon dont il peut critiquer ou non les décisions, se pose aujourd'hui, précisément parce que là, les voix, enfin, et même parlementaires, ont été très largement suspendues. Merci Nicolas. Et toi, Thomas, dis-moi, qu'est-ce qui t'intéresse dans cette thématique? Qu'est-ce qui fait que parmi les étudiants de l'IJBA, tu as été celui qui a été volontaire pour travailler avec Nicolas et Richard? Est-ce que c'est une thématique qui parle particulièrement aux jeunes journalistes, aux étudiants journalistes? Qu'est-ce qui t'y a trouvé? Qu'est-ce qui t'y intéresse? Bah, en fait, moi je me suis toujours intéressé à la politique. J'ai aussi fait des études de droit avant et de sciences politiques. Ça a toujours été des thématiques qui m'intéressaient. Et c'est vrai que c'était une des premières interrogations lorsque j'ai pu rencontrer Nicolas, c'était de définir en fait le peuple. Qu'est-ce que le peuple? On sait, enfin, c'est une notion qui est très souvent mobilisée par différents acteurs politiques, mais on a l'impression qu'il n'y a pas la même acception du terme pour tous les acteurs qui la mobilisent. Et je trouvais intéressant, justement, à une période où on parle beaucoup de populisme, d'expliquer un petit peu ce que ça pouvait être, quelles pouvaient être les différentes, comment dire, les différentes manières de comprendre, d'appréhender en fait la notion, pour essayer de voir plus clair là-dedans. Voilà, c'était un sujet, en tout cas des thématiques qu'il y avait, c'était celle qui m'intéressait le plus. Sonia, je crois qu'on a des premières questions qui arrivent. Est-ce que tu en as une sous la main? Oui, tout à fait. En fait, déjà, alors merci Thomas parce que tu as répondu à une des questions qui était, mais en fait, qu'est-ce que le peuple aujourd'hui? C'est un petit peu, donc, tu as touché la question. J'ai une question par Johan qui dit, contester, critiquer, insulter, c'est normal, mais pourquoi aller dans le sens du gouvernement? Pourquoi aller dans le sens du gouvernement est toujours considéré comme un mal? Voilà. Alors, ça pose un peu la question de la défiance aussi envers nos gouvernants, qui est très forte en France. Là, on le voit en ce moment avec la crise où la défiance envers les gouvernants est beaucoup plus forte en France que dans les pays voisins. Richard ou Nicolas, qui veut répondre? L'intérêt de la question qu'on voulait poser, le peuple a-t-il toujours raison? C'était précisément de s'interroger sur la capacité du peuple, des électeurs, à analyser les situations avec, je dirais, un certain degré de raisonnable. C'est-à-dire, sont-ils à même, les électeurs, de comprendre la complexité des enjeux, la complexité des situations, ou sont-ils irrémédiablement voués à être influencés par les pulsions du moment? Alors, il y a un exemple que je peux citer parce qu'il existe, c'est l'exemple suisse. Et l'exemple suisse, bien évidemment, il est ancien, donc il y a une pratique de la démocratie directe, mais il prouve que quand on donne la parole au peuple, quand on lui explique les enjeux, quand on prend le temps d'une campagne pédagogique avec bien évidemment les pour et les contre le sujet qui va être mis aux urnes, eh bien on arrive à des votes qui sont globalement des votes raisonnables. Donc je crois que cette idée que le peuple serait toujours en défiance par rapport au gouvernement n'est pas une idée juste. Il y a en France en particulier une défiance très très forte, mais qui est peut-être liée à la nature des institutions. En clair, plus le pouvoir est vertical, plus il est contesté par la base. Lorsque vous avez un pouvoir un peu plus horizontal, vous avez éventuellement davantage de chances que le peuple et ses représentants et ses gouvernants se retrouvent sur la même longueur d'onde. Alors Nicolas, dans une démocratie parlementaire comme la nôtre, le président de la République, il est élu par le peuple. En tout cas, il est élu au suffrage universel direct. Et comment se fait-il qu'on le voit dans l'histoire récente, depuis maintenant plus d'une décennie, très rapidement, ce président qui est porté au pouvoir par la majorité
et connaît des chutes vertigineuses de cote de popularité, est rejeté très rapidement par une majorité de la population. Donc le peuple revient sur ses propres choix à chaque fois. Oui, en fait, il se trouve que, bien sûr, légitimement, légalement, le président de la République, évidemment, élu au suffrage universel par le peuple, en tout cas à la majorité. Mais le problème récent, en fait, que rencontrent les gouvernants en France, mais aussi ailleurs, particulièrement en France, parce qu'effectivement, le pouvoir est peut-être plus vertical, c'est qu'au fond, la légitimité ne repose plus uniquement sur la légalité. D'une part, parce que le corps électoral, c'est-à-dire que les majorités sont de plus en plus courtes. Je ne parle pas aux élections législatives qui souvent, au fond, donnent quand même la majorité au président élu. Au fond, et puis surtout, comme on l'a bien montré, je pense, dans pas mal d'articles du journal, c'est on vote aussi contre. C'est-à-dire qu'on ne vote pas simplement pour. Notre système électoral fait qu'à un moment donné, on élimine. Et comme il y a l'émergence à la fois récente, mais insistante, de ce qu'on peut rappeler voilà, du national-populisme, eh bien, une partie des électeurs ne vote pas simplement pour le président de la République, mais finalement contre, et là en l'occurrence, Marine Le Pen, ou l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen. Donc effectivement, après, souvent, mais c'était la même chose avec l'élection de Jacques Chirac hein, en 2002, eh bien, comment dire, les gouvernements qui ont été, enfin le chef de l'État, puis le gouvernement qui lui est lié, eh bien, fait une politique comme s'ils avaient été élus en fait pour leur programme. Alors là, je pense qu'ils font une sorte de méprise qui fait qu'il y a cette défiance qui revient énormément, et c'est pour ça qu'un certain nombre de choses ont été mises en place, notamment autour me semble-t-il, des questions écologiques, où il y a des instances. On a eu la récente comment dire, illustration en France, des instances qui sont tirées au sort, qui prennent des citoyens et qui se chargent d'un certain nombre de questions sur la transition écologique notamment, et qui feront des propositions précisément qui seront soumises peut-être à référendum. Donc en fait, aujourd'hui, voilà, il ne suffit pas d'être élu, comment dire, pour être, bien sûr, on l'est légalement, mais on ne l'est pas forcément. La légitimité ne vient plus de là. Et ce qui est compliqué, c'est qu'il faut, pour les élus, ce qui est évidemment compliqué, peut-être à l'exception des maires aujourd'hui, qui sont les élus peut-être les préférés des Français, il est compliqué maintenant, il faut légitimer en fait son pouvoir par ses actions. Il y a le dire et il y a le faire. Très bien. Sonia, il y a d'autres questions? J'ai vu passer des questions sur la Convention citoyenne, justement. Oui, tout à fait. Alors, avant d'aller sur la Convention citoyenne, parce qu'on c'est une dominante, l'environnement qui ressort beaucoup, j'avais une question. Finalement, si ce n'est pas le peuple, qui a raison? Qui a raison? Est-ce que c'est une minorité de la population? Et c'est Alex qui nous pose cette question. Alors, est-ce qu'il faut suivre des minorités éclairées ou alors ça c'est pardon, mais je peux laisser Richard ou non, vas-y. Non, mais ça c'est compliqué. C'est en fait qui a raison, parce que peut-être que c'est une question qui vient de. Puis je pense qu'on a oublié de répondre à la question, de savoir aller vers être favorable au gouvernement. Est-ce que c'est faire le jeu des puissants et au fond ne pas être populaire? Non, pas du tout. Il faudrait répondre à cette question. Pas du tout. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait soutenir son gouvernement et comment dire, et avoir un rôle de citoyen critique si on est voilà, si on juge que son action est juste. Mais après, qui a raison? Qui détermine qu'on a raison? Qui détermine que finalement il aurait été mieux de ne pas avoir comment dire, le nazisme en 1933 en Allemagne, qu'il aurait mieux valu bon, tout un ensemble de choses. C'est difficile. C'est effectivement un jugement de valeur, en fait. Hein, le peuple a-t-il toujours raison? En tout cas, il y a un certain nombre de valeurs qui nous réunissent aujourd'hui et qui nous font penser qu'à un certain moment de l'histoire, on s'est trompé, ou le peuple s'est trompé, voilà. Ou on a trompé le peuple, par ailleurs. Donc ça, effectivement, je pense que c'est compliqué. C'est une question quasi philosophique, hein. C'est une question que posait tout à fait, comment dire, on va dire, Platon dans la République. Hein. C'est-à-dire, lui, qu'est-ce qu'il dit, Platon, dans la République? Et bien, il nous dit, effectivement, bah, oui, la démocratie, c'est un vrai problème, parce que c'est le règne des opinions, c'est le règne de la doxa. Or, nous, on est des philosophes, Platon, en tout cas, est un philosophe, il dit, non, ben, il y a une vérité, et la vérité, elle ne se vote pas. Donc, effectivement, c'est compliqué, c'est une question à la fois très, comment dire, c'est une question très intéressante, assez philosophique, et je trouve qui n'est pas si simple en fait de résoudre. Mais je pense que la raison, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, à l'échelle à la fois de
la perspective historique, du recul historique et des valeurs qui nous réunissent et qui fédèrent une société ou plusieurs sociétés. On peut dire que là, effectivement, on a eu raison ou tort de porter au pouvoir tel ou tel gouvernement. Ça nous fait déjà un sujet pour le café philo qu'on organisera à Couture en bord de Garonne l'année prochaine. Richard, tu voulais dire quelque chose? Politiquement, celui qui a raison, c'est quand même celui qui arrive à réunir la majorité des voix. Et de ce point de vue-là, je dirais que lorsqu'on fait confiance au peuple à travers un instrument de démocratie directe, qu'il s'agisse du référendum au niveau national ou de référendums plus locaux, il faut accepter la loi de la majorité. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça que j'ai toujours eu une réticence à dire que la démocratie directe pourrait être transposée en France, même si je pense qu'elle ferait du bien parce qu'elle constituerait une vraie soupape politique et qu'elle permettrait à la population d'intervenir davantage dans le débat entre deux élections représentatives. Ce qui m'inquiète, c'est que ces passions françaises, cette tendance naturelle française à la colère, pourrait conduire le camp des battus lorsqu'il y a un référendum à systématiquement tenter de contester le résultat. La réalité, encore une fois, c'est que si vous donnez la parole au peuple dans des conditions démocratiques, il faut avoir la force et la conviction d'en respecter le résultat. Alors, je ferai une petite, non pas objection, cher Richard, mais je pense que les constitutions, les contre-pouvoirs, les conseils constitutionnels, les cours suprêmes sont peut-être là aussi pour veiller à la conformité à certains principes, parce qu'au nom de la loi de la majorité, il est tout à fait possible de dire qu'éventuellement, il serait possible de dire que je sais pas, les femmes ont moins de droits civiques et autres que les hommes, ou les noirs et les blancs, etc. Donc, en fait, je ne suis pas sûr que qu'on puisse, comment dire, et je pense que les principes déclaratifs, déclaration des droits de l'homme, préambule dans les constitutions, et toutes ces institutions dont je viens de parler, sont aussi là pour, à un moment donné, fixer des principes qui ne peuvent pas être, comment dire, dépassés. Et c'est d'ailleurs pour ça, me semble-t-il, que Emmanuel Macron, mais comme d'autres complètement, par exemple, à l'aile gauche, comme l'intellectuel et philosophe Frédéric Lordon, ont cité ce passage de la Déclaration des droits de l'homme qui dit qu'au fond, la distinction sociale ne doit se fonder que sur l'utilité commune. Donc, en fait, il y a quand même des principes qui régissent aussi, nos sociétés démocratiques et qui ne peuvent être, à mon avis, ou difficilement, ou à condition là, de faire une élection, un référendum très, très particulier, très singulier, ne pas être défait comme ça par une votation, tout aussi démocratique et suisse qu'elle soit. C'est très juste, juste un mot, c'est très juste. La démocratie directe doit être encadrée, notamment par les principes et par les contre-pouvoirs que tu cites, Nicolas. Et je pense qu'on aurait eu l'occasion d'en parler à coup sûr, et le débat à coup sûr aurait été très nourri. Mais un autre élément, c'est qu'on ne peut pas, dans le cas de la Suisse, par exemple, qu'on cite souvent à propos de référendum, qui était beaucoup cité par les Gilets jaunes, on ne peut pas dissocier l'élément démocratie directe des autres piliers constitutifs du système politique helvétique que sont la décentralisation, par exemple, ou le Parlement représentatif. Donc, il y a une imbrication de ces trois éléments et je suis absolument d'accord. Il ne s'agit pas de donner seulement la parole au peuple, mais lorsqu'on lui donne, encore une fois, dans des conditions démocratiques acceptées par tous, il faut par contre savoir en accepter le résultat. J'ai une question pour Thomas. Thomas, est-ce que toi tu penses, comme on l'entend souvent aujourd'hui, que la démocratie représentative à la française est fatiguée, qu'il faut réinventer cette démocratie, trouver des nouvelles formes de démocratie participative? Est-ce que c'est un peu une utopie? Comment tu vois les choses, toi qui viens qui est un journaliste de la nouvelle génération? Je pense que ce qui aurait été très intéressant sur l'exemple suisse que citait Richard, c'est de faire aussi des parallèles entre différents pays, entre ce qui est réalisable peut-être en Suisse avec une culture politique qui est très différente peut-être de celle de la France. Après, je pense que le besoin de représentation, c'est quelque chose qui se ressent et les revendications des Gilets jaunes allaient dans ce sens-là aussi. Mais je pense également à des expériences qui existent. Par exemple, en 2014, ce sera peut-être disponible dans la bibliographie, mais il y a une journaliste, Maud Dugrand, qui a suivi une expérience qui se passait dans un petit village de la Drôme, un petit village de 1300 habitants, où les habitants en fait, ont constitué une liste municipale collective
À la base, c'était pour s'opposer à un projet de construction d'une supérette dans le village. Et puis, leur principe, c'était qu'il n'y avait pas de candidat, enfin, pas de tête, pas de maire. C'était une liste vraiment de tous les habitants qui souhaitaient y participer. Et ça a eu un succès phénoménal. Ils ont été élus dès le premier tour en 2014. Et ils ont institué de nouvelles pratiques avec des comités pour prendre des décisions. Ils sont aussi montés en compétences au contact de différents sujets assez techniques sur des plans locaux d'urbanisme, etc., etc. Et en fait, cette participation, on voit ça peut être une vraie réalité, mais peut-être à échelle un peu plus réduite, dans des territoires ou avec des populations et des nombres de populations qui soient moins importants qu'à l'échelle d'un territoire national ou comme la France, par exemple. Alors, la bibliographie dont tu parlais, Thomas, elle est disponible sur le site internet du festival, festivalinternationaldejournalisme.com. Alors, je voudrais abonder dans le sens de Thomas, si tu le permets, Gilles. Rapidement, on va reprendre des questions après. Oui, c'est-à-dire que moi, avant le confinement, et je vais reprendre bientôt, j'espère, je me suis intéressé à ce qu'on pourrait appeler, enfin ce que j'avais appelé dans un reportage la France des oasis ou des contre-sociétés. Et je suis allé notamment dans la commune de Trémargat, dans les Côtes d'Armor, et en fait qui procédait de la même manière, c'est-à-dire qu'en fait de manière municipale, c'est-à-dire que ça fonctionnait précisément. Il y a énormément d'inventivité en fait démocratique, institutionnelle en France au sein de toutes ces communes, communautés, éco-hameaux, etc., des décisions par consentement qui se font. Il y a de nouveaux termes en fait qui se forgent. Et j'avais évidemment constaté ça, c'est-à-dire que des listes, qui se font par ordre alphabétique. Et puis des conseils municipaux qui déroulent de manière totalement différente, c'est-à-dire qu'on demande plutôt aux citoyens, aux habitants du village, ce qu'ils ont comme projet et qui pourrait les mener. Et ils les mènent collectivement. Donc, c'est évidemment pas du tout quelque chose de centralisé, d'un pouvoir qui vient d'en haut, mais qui part précisément là, d'en bas, avec des principes. Et je suis d'accord avec Thomas, les choses, comme peut-être cette petite république de Saillant, je crois que c'est le nom de la ville ou du village dont tu voulais parler, Ça, ouais. et qui se trouve dans la bibliographie, l'excellente bibliographie que tu as fourni aux auditeurs, internautes, lecteurs du journal, participants du Festival de couture. Sonia, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées, donc petite sélection. Oui, tout à fait. Donc, il y a beaucoup de questions et beaucoup de réactions, et notamment Patrick Fassier sur le Monde qui nous dit, mais concrètement, le peuple, c'est qui le peuple? Ce sont ceux qui braillent le plus fort? Ce sont ceux qui bloquent les ronds-points? Est-ce que ce sont ceux qui empêchent les autres de vivre? Il y a Jean-Marie Bonventre sur le festival de journalisme sur le FIF qui nous dit, mais qu'en est-il de la violence, la manière dont le peuple s'exprime aujourd'hui? Il y a beaucoup de réactions par rapport à ça. Comment, en gros, quels pourraient être les modes de communication entre le peuple et le gouvernement? Il y a une remise aussi en question du suffrage universel. Enfin, oui, le suffrage universel, mais le mode de scrutin est-il pertinent? Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de questions par rapport à ça, à la relation entre les deux, comment se faire comprendre, comment s'entendre, voilà. Ouais, je crois qu'il faudra commencer par, qu'on se reverra en juillet 2021, par définir effectivement bien précisément chacun des termes. Richard, Nicolas, qui veut prendre la parole? Bon, lorsqu'on aborde des questions relatives au fonctionnement de la cité, à savoir lorsqu'on veut consulter le peuple sur des sujets d'intérêt public, il me semble que le peuple se définit par les électeurs, c'est-à-dire tout citoyen en âge de voter devient un représentant du peuple, et l'appellation le peuple correspond à cette collectivité qui va se réunir au moment où on lui demande de voter, c'est-à-dire un dimanche ou un autre jour, selon les us et coutumes de chaque pays. Ça, pour moi, dans le cadre politique de la démocratie directe, c'est la définition du peuple, c'est-à-dire le peuple d'électeurs conviés à voter sur un sujet donné en fonction de règles, on en a parlé tout à l'heure avec Nicolas, bien établies, en fonction d'un certain nombre de critères et sous la surveillance, pourrait-on dire, de pouvoirs et de contre-pouvoirs chargés de s'assurer que l'objet du vote ne contrevient pas à des valeurs fondamentales de nos sociétés. Mais alors du coup, quand on tient compte des non-inscrits, de ceux qui votent blanc, de ceux qui s'abstiennent, ça veut dire que ceux qui s'expriment au nom du peuple sont quand même une partie seulement de ce peuple-là, Nicolas. Ça veut dire que
on n'est pas complètement représentatif à travers notre système électoral et notre système démocratique. Non, c'est compliqué. On voulait d'ailleurs inviter deux historiens, l'historien Gérard Noiriel qui a écrit une histoire populaire de la France et l'historien Pierre-Rosan Vallon qui, lui, a écrit un livre au titre éloquent qui s'appelle « Le peuple introuvable ». Parce qu'effectivement, le peuple, qui est en effet le peuple, quand est-ce qu'il est complètement représenté? Vous savez, je crois que c'était de mémoire Rousseau qui disait voilà, que quand on se transmettait déjà, quand on commençait à transmettre à un représentant sa citoyenneté, eh bien, on commençait déjà à être aliéné, on était déjà plus libre. Donc effectivement, je comprends d'ailleurs, puisqu'en plus Rousseau s'était beaucoup intéressé à la Suisse, pourquoi Richard est si sensible à cette question de la démocratie directe qui permet davantage effectivement d'exprimer les voix, puisque nous, ça se fait effectivement par des élections, mais après, il y a des représentants, que ce soit un président de la République, que ce soit des députés. Donc effectivement, il y a une crise aujourd'hui générale de la représentation, et on essaye de trouver d'autres modalités. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui votent, d'autres qui ne votent pas, certains qui… Et donc, je pense qu'effectivement, c'est très juste. Et c'est pour ça que ça rejoint une des questions, je pense, que Sonia nous a soumises. Ça rejoint la question un peu de la violence. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit qu'une certaine expression populaire ne se suffit pas, comment dire, veut dépasser la question des sondages ou la question des élections tous les 5 ans, tous les 3 ans, etc., mais veut s'exprimer autrement, notamment par les réseaux sociaux. Et donc, effectivement, il y a une démocratie là, du clic numérique qui est en train de se mettre en place, pour le meilleur et pour le pire, puisqu'effectivement, là, on a, comment dire, non pas une vox populi, la voix du peuple qui s'exprime, mais la voix de ceux qui, souvent, se prennent aussi pour les représentants du peuple. C'est-à-dire qu'en fait, le peuple qui ne serait pas, voilà, qui ne serait pas représenté. Et ça, je pense qu'on le voit très bien, par exemple, dans une série, puisque j'imagine que les uns et les autres, c'est pas tout à fait mon cas, mais sauf que j'en ai vu une, moi, série télévisée qui s'appelle Baron Noir. Et bien dans ce nouvel épisode qui s'intéresse donc à la politique française, à la vie politique française, on voit bien effectivement qu'il y a à un moment donné une élection présidentielle qui peut être gagnée par quelqu'un qui dit nous sommes le peuple, je suis le peuple, les élites ne nous représentent pas. Ça, on abordera la question du populisme, puisque c'est quand même une manière de jouer le peuple contre les élites. Eh bien, voilà, je vais vous représenter, et au nom de la démocratie du n'importe qui, au sens où n'importe qui peut être effectivement un élu, un président. C'était d'ailleurs, au fond, ce qui était en vogue déjà à certains niveaux, dans la démocratie athénienne, dans les cités florentines. Tirage au sort, la démocratie, c'est le pouvoir de n'importe qui. La démocratie n'est pas nécessairement le vote. C'est donc le pouvoir du peuple qui peut être, lui, pris éventuellement au hasard, ce qui s'est passé lors de la Convention citoyenne, notamment. Sonia, on va prendre encore une ou deux questions. Mais super Nicolas, tu me fais une très bonne transition puisque j'ai MC Duguin et Xavier Chauvron, pardon, excusez-moi, qui me posent la question de la Convention citoyenne pour notre climat montre qu'il est possible de réaliser des assemblées éclairées. Est-ce qu'il est possible de réitérer ce genre d'initiative dans d'autres domaines ? Je laisserai Richard, sans doute Richard a des choses intéressantes à nous dire par rapport aussi à son expérience suisse, mais bien évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, cette convention citoyenne est une nouveauté en France, mais ce n'est pas une nouveauté institutionnelle de par le monde. Bien sûr qu'on peut réitérer ce genre de… Comment dire ? Souvenez-vous, le temps passe vite, mais si vous voulez, ce qu'on appelait pendant la campagne présidentielle en 2007, parce qu'on avait même pensé faire un débat ou inviter… je ne sais pas si c'était Ségolène Royal, on avait pas mal d'idées. Voilà, mais c'est-à-dire que cette façon de faire existe, et notamment il y a eu des laboratoires démocratiques, elle existe un petit peu partout. Donc bien sûr, pour répondre très rapidement, évidemment qu'on peut généraliser ça. Et on s'aperçoit de quoi lors de cette consultation citoyenne? On s'aperçoit de plein de choses, mais notamment que des citoyens tirés au sort qui ne sont pas des spécialistes de l'écologie, qui ne sont pas des experts, qui ne sont pas même des journalistes, environnementalistes, spécialistes de environnementaux, pardon, excuse-moi Gilles, eh bien, petit à petit, en écoutant des experts, mais ne s'en remettant pas au pouvoir des experts, en les écoutant, peuvent après formuler, en tant que citoyens, des propositions de loi, des mesures, etc., pour assurer la transition énergétique et écologique.
Donc, bien sûr, c'est possible. Et qu'il n'y a pas d'un côté ceux qui sont éclairés, ceux qui ne le sont pas. C'est pour ça que dans cette période que nous traversons, dans laquelle pourrait s'installer un gouvernement des experts ou adossé à des experts qui présideraient à la décision politique, on peut tout à fait effectivement imaginer que des décisions soient prises de manière, comment dire, beaucoup plus concertée, mais aussi par des citoyens éclairés, puisque chaque citoyen, au fond, c'est ce que montre cette convention citoyenne, peut être un citoyen éclairé comme finalement un homme politique professionnel. On va prendre une autre question parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc on va essayer d'en prendre encore peut-être deux. Sonia? Ouais, alors je vous laisserai prendre connaissance, Richard et Nicolas. Il y a un grand débat sur l'histoire, sur les cités romaines, sur la décadence de la démocratie athénienne. Donc, les internautes s'échangent beaucoup de commentaires par rapport à ça. Moi, je vais revenir sur une chose par rapport aux médias et à la relation avec le peuple. Aujourd'hui, comment un média, quels outils, quels procédés peut utiliser un média pour se rapprocher sans tomber dans la démagogie? Et c'est encore Emmanuel qui demande, médias et médiateurs, comment garder la bonne distance par rapport aux élites et par rapport au peuple? Voilà. Richard, à toi de répondre à cette question. Alors, vous savez, quand une campagne référendaire a lieu, bien évidemment, les médias jouent leur rôle d'observateurs, de commentateurs. Ils s'intéressent au sujet même du référendum. Il y a des sondages, on commente les enquêtes d'opinion, etc. Comment garder la bonne distance? Là, très franchement, je pense qu'il n'y a pas de remède miracle, si ce n'est de donner la parole aux différents camps de manière à peu près équidistante et d'essayer surtout, et ça me semble être le plus important lorsqu'il y a un référendum, de rappeler ce qu'est l'objet du vote. Parce qu'au fond, c'est ça la difficulté, notamment en France, c'est que très souvent, on ne vote pas sur l'objet même, on vote pour ou contre le gouvernement. C'est d'ailleurs un argument qui est souvent utilisé par les défenseurs de la démocratie représentative exclusive sur le thème, à chaque fois qu'on donne la parole au peuple, cette parole va être dévoyée par les circonstances et dévoyée par la volonté d'une partie des électeurs de se venger du gouvernement. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Il y a en Suisse quelque chose qui me paraît intelligent. Les votations ont lieu tous les 4 mois à tous les niveaux de la société, donc du niveau national au niveau communal, et chaque électeur reçoit dans sa boîte aux lettres un livret très bien fait, pédagogique, qui résume les enjeux de chaque sujet de votation. Eh bien, je pense qu'en France, et on y viendra peut-être, lorsqu'il y a de futures consultations en vue d'un référendum, ce serait bien qu'il y ait ce type de travail. Au fond, pour essayer de répondre à la question, je dirais que la meilleure manière de garder une distance, c'est d'être dans la pédagogie, c'est d'expliquer le sujet et d'essayer d'éviter d'être dans le débat d'opinion au moment donné pour ne pas troubler ce qu'on pourrait appeler, avec beaucoup de guillemets, une forme de sérénité populaire, parce que c'est quand le peuple est serein qu'a priori, il vote, je dirais, sans humeur et sans faire de détour par des passions dangereuses. J'ajouterais une petite chose, et effectivement, nous souhaitions, ça vous donnera, j'espère, envie de venir à Couture l'an prochain, nous souhaitions organiser précisément une votation sur un sujet à la fois très local et un autre national, et proposer non pas un livret, mais peut-être numériquement, en tout cas, de donner en fait tous les éléments en fait nécessaires et destinés à une telle votation ou un tel vote. Mais pour répondre à la question quand même des médias, je pense qu'elle est importante dans un festival de journalisme, c'est qu'on voit bien qu'il y a quand même un embarras de la part des médias, et là, mettons tout confondu, mais c'est plus dans l'audiovisuel, mais pas seulement, à donner la parole au peuple. Comment on donne la parole? C'est-à-dire, en fait, on a tous en tête des émissions soit de télévision avec des panels soi-disant représentatifs du peuple, des émissions de radio où il y a des appels, où les auditeurs ont la parole, etc. Sensation un peu contrastée, enfin pas évidente, parce que d'un côté, on est un peu gêné quand quelqu'un mobilise la parole et est un peu hors sujet, à côté du sujet, et en même temps aussi bien gêné par le journaliste qui ne lui redonne pas la parole, savoir si la réponse qu'on lui a donnée était satisfaisante. Bref,
l'auditeur n'a pas de droit de suite. Donc ça, c'est une vraie question. C'est comment on donne la parole au peuple, et nous souhaitions faire, et nous le ferons, donner la parole à des spécialistes de cette question-là qui ont suivi la télévision, quelqu'un comme Clément Viktorovitch, qui est un politiste, qui travaille aussi qui a travaillé à Canal+, qui a une chronique, ou Samuel Gontier, qui suit pour Télérama les débats télévisés, pour savoir comment on donne la parole au peuple. Effectivement, on s'aperçoit que c'est pas si simple. On ne s'adresse pas toujours à un citoyen lambda, comme à un ministre, etc. Donc, comment on fait sans ni démagogie, ni au fond condescendance sociale. Et je me souviens, puisque Gilles, nous suivions un colloque à la Sorbonne sur ce sujet, eh bien, il y a un journaliste assez connu, peu importe son nom, c'est pas ça, il dit, mais en fait, le jour où finalement on donnera vraiment la parole au peuple, c'est quand nos rédactions ressembleront aussi davantage à la société française. Et donc, il faut aussi que nous fassions aussi un travail aussi sur nous-mêmes, sur aussi ce que des journaux font, ce que le journal a fait à travers une initiative pas si récente que ça, qui date de quelques années, pour faire émerger aussi d'autres catégories sociales dans le champ du journalisme, parce qu'effectivement, pour éviter, une forme d'entre-soi qui peut très vite, aboutir à une sorte de consensus un peu idéologico-politique. Absolument, et ça nous renvoie à une autre thématique qui était prévue au Festival de journalisme 2020 et qu'on gardera pour 2021, qui était sur ce sujet-là, on l'a appelé médias à diversité, le casse-tête de la diversité pour les médias. Alors, avant de conclure, juste Thomas, quand on se prépare à devenir journaliste, est-ce que c'est qu'on a envie de donner la parole, alors je ne vais pas dire au peuple, ça veut dire effectivement, comme le disaient Richard et Nicolas, c'est un petit peu c'est difficile à définir, mais donner la parole aux gens? Oui, tout à fait. En tout cas, c'est tout ce qu'a dit Nicolas, c'est évidemment des choses des questions qu'on se pose, nous, en journalisme. Excusez-moi. Évidemment, il y a la question d'interroger le peuple, de lui donner la parole. Et c'est vrai que, comme disait Nicolas, il y a des manières de donner la parole. Et ce qui est intéressant, je trouve, en tout cas, d'un point de vue personnel, mais en participant à cette thématique, c'était aussi d'avoir connaissance et d'avoir conscience de ça pour pouvoir ensuite, en tant que futur journaliste, essayer de changer, en tout cas de faire évoluer un certain nombre de choses. Mais évidemment, ouais, c'est des questions qui sont importantes. Écoutez, merci à tous les quatre. Merci à tous les internautes qui nous ont suivis sur les différentes pages Facebook. Merci aussi aux équipes de la communication et du service événements du Monde qui nous ont aidés à monter cet événement. Merci spécialement à Émilie Sola qui est aux manettes de cette rencontre et qui était déjà aux manettes vendredi dernier. On vous donne rendez-vous déjà pour ceux qui veulent voir le replay. On vous donne rendez-vous sur le site du festival ou sur la page Facebook où le replay de cette conférence, de cette rencontre, mais également celle de vendredi est disponible. Et puis, on vous donne rendez-vous dans les jours qui viennent pour une nouvelle rencontre, donc la troisième, probablement sur le thème de l'agriculture et des consommateurs, qui était aussi une des thématiques du Festival de journalisme 2020. Donc, suivez bien la page Facebook. On vous fixera le rendez-vous dans les jours qui viennent pour un troisième épisode de ces rencontres. Voilà, très bonne fin de journée à tout le monde et à la prochaine. Au revoir.